Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne soirée, deuxième soirée de Ligue des Champions, qui fait bien plaisir, encore une fois, c'est vrai comme hier, franchement on a eu de super matchs, on a eu de beaux buts, on a eu des scénarios un petit peu dingues, à l'image du Liverpool Atlético, qui a permis aux Reds d'encore une fois l'emporter sur le fil dans le temps additionnel sur les 5 derniers matchs de Liverpool. C'est à chaque fois une victoire contre Arsenal 83e, contre Bournemouth 88e, 90 plus 100, 90 plus 10 pardon, contre Newcastle. Ce week-end c'était pareil contre Burnley, c'était dans le temps additionnel. Là encore une fois, Tonton Van Dyke qui délivre les siens sur le fil. Donc franchement, ça fait bien plaisir, je pense, à Arne Slot qui s'en sort comme il faut. Et puis surtout, on va revenir sur tous les autres matchs, dont l'entrée en lice du Paris Saint-Germain, qui a été, ma foi, grandiose, bluffant, comme si c'était l'épopée du printemps dernier. On les a quittés, et rien n'a changé. Certains vont dire, oui, mais c'était que l'Atalanta en face. Oui, c'est vrai que l'Atalanta, ça fait très très peur. Et vu la faiblesse de l'équipe, ça pourrait être potentiellement un des je vais pas dire gros morceau, mais une des équipes qu'on connaît bien en Europe qui pourrait ne pas être dans les 24, ça ne me surprendrait pas, vu ce qu'ils ont proposé ce soir, même si on sait qu'il y a des absents. Bon, Lookman, faut voir s'il va revenir, mais il y a aussi Scamacca et Ederson, ça au milieu de terrain, ça leur fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais surtout, on a vu le PSG déjà sortir ce type de match contre d'autres adversaires, donc on peut pas dire, faut relativiser l'adversité. Non, le PSG est capable de ça, mais surtout, tu sais que c'était la rentrée en Ligue des Champions. Que l'an dernier, ce genre de match en phase de groupe, ça s'était pas très très bien passé, mais franchement, c'est une superbe équipe, c'est une superbe équipe, et on va débriefer tout ça ensemble. Un mot aussi sur le Bayern, qui a battu Chelsea sur le score de 3-1, avec un match d'Harry Kane, encore une fois, XXL, un très bon Michael Olise, Upamecano. Enfin, voilà, c'est vrai que ce Bayern-là, pour ceux qui suivent hors jeu, c'est en fait quand on te demande un favori pour avec des champions, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Parce que autant, il y a 2 3 ans, il y avait beaucoup, tu sais, City ou le Real. Et avec ce qui s'est passé l'an dernier, c'est vrai que le PSG, pour moi, fait évidemment repartie des favoris. Mais tu te dis, attention Barça. Attention peut-être au Real version Xabi Alonso quand il arrivera à maturité d'ici mars-avril. T'as évidemment le Bayern que moi, version compagnie en deux, je sens pas mal du tout. T'as tous les gros morceaux anglais, Liverpool, Arsenal, peut-être City le retour. T'as des équipes italiennes dont feront toujours se méfier. Franchement, c'est vrai que le plateau de LDC de cette saison est sincèrement assez relevé. Mais voilà, c'est vrai que le PSG, avec son statut, moi, le seul truc, je pense qu'on en reparlera, et c'est à l'image peut-être de la sortie de Joao Neves. Bon, Joao Neves n'était pas rentré au vestiaire, il est allé sur le banc, donc c'était plus pour le préserver après avoir pris un mauvais coup. Mais c'est sûr que tu as un effectif qui est à flux tendu, t'as pas beaucoup de marge. Enfin, t'as pas beaucoup de marge. Quand tu vois que t'as pas Dembélé, Doué, ce que t'envoies ce soir contre une équipe en Ligue des Champions, tu te dis que t'es quand même plutôt bien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu rajoutais un banc comme celui peut-être de Liverpool, à ce PSG-là, ouais, ça serait assez fort. Et ouais, en fait, j'avais 3 équipes. Je me disais PSG back-to-back, j'y crois. Le Barça, parce qu'évidemment, en termes de potentiel, oui, c'est un truc un peu inouï. Le seul aspect qui peut faire peur, c'est la défense. Et le Bayern, parce que compagnie, je trouve que franchement, il propose de très bonnes choses dans le jeu. L'an dernier, c'était un bon laboratoire. Il s'est fait sortir avec des champions, mais contre l'Inter, il avait eu 45 tirs en 2 matchs. Et sincèrement, tu sentais qu'il y avait un vrai truc. Je regrette un petit peu peut-être le mercato où il n'y a pas eu forcément, encore une fois, cette question de profondeur de banc. Mais bon, quand tu regardes le 11 et le 12e, 13e, 14e joueur, c'est pas mal du tout. Mais pour ce Bayern-là, en fait, ce que je peux craindre, c'est des grosses blessures. C'est que tu as l'enchaînement avec les trêves, tu que des internationaux. Ça peut être délicat. Mais au-delà de ça, tu as aussi une sensibilité, enfin une sensation sur ce que propose ce Bayern-là. Et ouais, je trouve que franchement, c'est un projet qui me parle, c'est quelque chose sur le terrain qui me parle en termes d'individualité, de collectif. Et ça tombe bien, je crois que dans 48 jours, on a un PSG Bayern en phase de groupe. L'an dernier, le Bayern PSG, le Bayern avait battu le PSG en faisant, on va dire, le minimum, mais le PSG était pas encore sur sa lancée. Là, je pense qu'on va avoir un match d'un très très haut niveau et ça va être pas mal du tout. Ensuite, non, il y a aussi l'Inter qui s'est imposé 2-0 contre l'Ajax
qui fait du bien parce que je pense que ça a éteint le début d'incendie qui pouvait y avoir du côté de Milan avec 2 défaites sur les 3 premières journées. Mais l'Inter version tonton en LDC, je pense que ça va faire le job, même si peut-être ça va être dur de refaire une finale compte tenu de tout ce que je l'ai dit sur ce plateau, mais l'Inter a aussi cette expérience quand même. Et après, évidemment, vous le savez, il s'est passé un truc incroyable à 18h45. Il y a le programmateur de la Conference League, de la Pipion League, qui s'est invité à LDC et qui nous a envoyé du Slavia Prague, du Bodo Glimt et du Olympiakos Paphos. On l'en remercie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, mais qui ont dit c'est la sieste, on s'ennuie, tout ça. Bon, déjà, il y a 36 équipes. Désolé de vous l'apprendre, hein, mais non, c'est pas possible d'avoir 20 équipes de Première Ligue, d'avoir 18 équipes de Liga, d'avoir les meilleures équipes de Serie A, Bundesliga. Allez créer votre Super League, mais la Ligue des Champions offre aussi la possibilité à ces équipes de s'exprimer. Après, je peux comprendre que la programmation peut étonner. C'est vrai que quand je vois, je me dis peut-être que tu vois, t'aurais pu mettre un Slavia Prague, Bodo Glimt et un Ajax Inter. Tu vois, mettre une grosse équipe comme Inter, pourquoi pas, mais franchement, je pense que les gens qui ont vu le Slavia Prague Bodo Glimt ne regrettent en rien leur choix. Parce que le match s'est terminé à 2-2 avec une remontée de Bodo Glimt, avec un nombre de ratés du Slavia à te donner un mal de crâne. Même moi, j'avais envie de prendre un Doliprane pour eux parce que c'est terrible. Mais même moi, j'avais plutôt un regard sur Olympiakos Paphos parce que forcément, match gréco-chypriote, ambiance et tout. Paphos qui a été réduit à 10 et qui a su aller chercher son premier point au courage. Et Olympiakos, bah écoutez, ouais, très déçu. Très déçu. C'est un peu comme Benfica dans une autre mesure, mais vraiment un match assez pourri, encore plus en supériorité numérique. Donc il y a des équipes comme ça, peut-être tu te dis que voilà, bah, c'est la première en Ligue des Champions. Tu ne sais pas si tu pourras revenir en LDC à court ou moyen terme. Donc autant saisir crânement ta chance. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé pour Paphos, pour Karabag et même dans un autre sens pour Bodo Glimt. Bon, Bodo c'est un petit miracle compte tenu du volume d'occasion et de la perf du gardien. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce type de match. Ouais, c'est vrai que moi aussi, tu le dis, Marek Hamzik, Lucasen pour Paphos, il a fait un match de zinzin derrière, où il a coupé un nombre de ballons qui est très très fort. Et Hugo fait bien de le souligner, Slavia Prague, Bodo Glimt, on a eu un revenant de Ligue 1, moi aussi j'étais passé à côté de lui. Mohamed Cham, ancien joueur de Clermont, qui était pas dégueu à Clermont, franchement, c'est un joueur quand Clermont a été relégué. Je l'aurais bien vu rester en Ligue 1 dans un club type Lens, type Nice, un club comme ça un peu top 8. Et ça s'est pas fait malheureusement, donc j'ai totalement perdu de vue. Bon, on l'a vu rentrer à la 98e. L'arbitre a sifflé 30 secondes après, donc voilà, il n'est pas forcément prioritaire. Mais Mohamed Cham, ouais, c'était pas mal du tout en Ligue 1 sur sa petite période. J'en profite évidemment pour vous saluer. Merci à Dark Chirac pour le petit abonnement. Merci beaucoup mon pote, ça fait super plaisir. Merci à Omegazel pour le petit raid. Ça fait là aussi, ça donne le sourire. Je vois que vous êtes nombreux comme hier avec Valou PSG. J'imagine un homme heureux. JP Flaco pareil. Le bon vieux Enzo qui m'accompagne souvent et qui va pouvoir me parler un peu de la perf de l'Ajax. L'Ajax, j'avais peur. L'Ajax, j'avoue, j'avais peur. Vu certaines choses que j'ai pu voir passer, et puis même le 11. Bon, je suis désolé, j'ai rien contre lui, mais David Klassen titulaire en 2025, c'est peut-être pas le pire, mais il y a des joueurs, je ne sais pas comment ils font pour y être à ce moment-là. Je vois Judd Tonton, je vois Charles Miroir qui vient aussi pour la première fois. Ça fait. C'est toujours bien de voir des petits nouveaux aussi également. Ouais, l'Ajax. L'Ajax, c'est. Je pense qu'on en discutera avec Enzo peut-être un jour, mais moi ça fait partie des grosses déceptions de ces dernières années en termes de club avec un potentiel, un vivier, et même en termes de mercato. Alors les planètes s'étaient totalement alignées en 2018-2019, mais c'était, je dis pas appelé à se rappeler, à se renouveler, parce que tu sais que c'est exceptionnel pour ce type d'équipe d'arriver en demi de LDC, mais quand tu connais la qualité de la formation et surtout aussi la force de détection des scouts sur le marché, de te ramener du Neres, de te ramener du Anthony, de te ramener tous ces bons petits joueurs. Là, franchement, on va voir le 11 et même la qualité du match, c'est chaud, c'est chaud. C'est vrai que Farioli, il était pas loin de jouer le titre.
Ça s'est écroulé. Je me demande quelle aurait été la tronche de l'Ajax si Farioli avait chopé le championnat. Et est-ce que tu vois, t'aurais pu avoir une donne différente? Après, tu vois, par exemple, le retour d'Holberg, je trouvais que c'était plutôt une bonne chose parce que Anderlecht, il était trop fort. Et ça, pour le coup, comme neuf, c'est pas dégueu. Mais ouais, c'est un club qui est bizarre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a forcément un OM Ajax qui arrive. Là, pour le coup, Marseille a vraiment une carte à jouer. Il faut pas y aller en mode c'est l'Ajax avec Cruyff, Niskens, Van Basten ou quoi. Ou Kluivert ou Bergkamp ou ce que vous voulez. Il y a, il y a, il y a du. Il y a la place. Il y a la place. Je pense qu'on peut y aller tranquillement sur les petits débriefs. Je pense que tout est prêt, hop, pour commencer à évoquer ça. Avec ce PSG Atalanta, 4-0. Voilà, message envoyé, clair et net. Troisième minute, le but de Marquinhos, qui se retrouve en neuf, qui a accompagné une belle montée. Et ça aussi, c'est bien, ce genre de dépassement de fonction. Globalement, Atalanta, on se disait, attention, le tirage au sort du PSG est costaud. C'est vrai qu'on va rappeler ils sont tombés vraiment sur un truc un peu de zinzin, quoi. Vraiment, ils n'ont pas été épargnés par le tirage au sort, mais t'es champion d'Europe en titre. Et surtout, faut pas non plus survendre certaines équipes. L'Atalanta de cette saison, c'est pas l'Atalanta de Gasperini qui a été à son prime il y a 5 ans. Le Leverkusen, même si Leverkusen a battu Francfort et ils ont encore 2 mois devant eux, c'est pas le Leverkusen qu'on a pu voir sous Xabi Alonso. Le Sporting, tu vois, par contre, Bilbao se déplacer là-bas, c'est chaud. Tu vas recevoir Newcastle, tu vas recevoir le Bayern, tu vas recevoir Tottenham, tu vas au Barça également. Ouais, c'est vrai que le calendrier est très costaud, mais certains adversaires ne sont pas non plus des foudres de guerre. Et là, pour le coup, je pense que le PSG a cette petite marge. Mais non, franchement, le match, il est excellent. Comme je vous dis, c'est comme si on les avait pas quittés et que c'était dans la continuité du 31 mai 2025, de tout ce qu'on avait vu de parfait en huitième contre Liverpool, en quart contre Villa, en demi contre Arsenal et cette finale splendide contre l'Inter. C'est une équipe qui maîtrise son karaté, qui sait ce qu'elle a à faire, qui déroule, qui se laisse pas parasiter par des blessures, par un semblant de pressing. Eux, ils sont vraiment... ouais, il y a un truc qui est vraiment... il y a une dimension collective super à cette équipe qui fait énormément plaisir. Et dans ce très très bon collectif, il y a des joueurs qui ressortent. Tu vois, Vitinha qui va dicter le tempo. Et il y a des joueurs version Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut parler de Gvara, les gars? Parce que Gvara, quand il y a la musique de la LDC qui retentit, il y a un truc qui se passe. Gvara en Ligue 1 est un bon joueur. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport au Gvara de Naples, ou peut-être le Gvara version Ligue des Champions, on peut en attendre mieux. Par contre, ce gars-là, quand c'est le mardi ou le mercredi soir, lui, il est au rendez-vous. Lui, il va pas rater le créneau. Et franchement, le match qu'il a envoyé, tu sens qu'il est... Ouais, il est dans tous les bons coups. En plus, s'était sorti avec un petit coup. Tu te disais, bon, est-ce que cette blessure, est-ce qu'il va diminuer? Non, franchement, le but qu'il a envoyé, c'est trop, trop fort. C'est trop, trop fort. Et ça fait bien plaisir pour lui parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient quand tu débarques à l'hiver dernier, qu'est-ce qui se passe? T'as Barcola, tu vois, qui avait repris un petit peu de confiance, mais finalement Gvara, ce qui a peut-être fait la différence, c'est ce facteur décisif dans les très gros matchs et aussi l'état d'esprit. Même si tu vois, Barcola, il fait aussi un retour au défensif à la 85e qui est très bon, donc tu vois, lui aussi il travaille. On sait juste que pour Barcola, qui fait un excellent début en Ligue 1, pour aller vers l'excellence, et je pense qu'il l'atteindra un jour parce qu'il a trop de potentiel, ce garçon, c'est cette finition, ces 30 derniers mètres. Le penalty, on peut dire ce qu'on veut, mais est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a rien de mieux pour moi qu'un penalty tiré par un défenseur central qui te fait une vraie course d'élan, 4-5 mètres, qui envoie une praline dans la lucarne. J'ai 3 exemples en tête. Maguire en finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, Kimpembe aussi à l'Euro 2021 contre la Suisse, et Van Dijk contre Chelsea en Carabao Cup avec Liverpool, où il avait allumé Kepa, qui lui disait pourtant vas-y, mets-la moi de ce côté, et Van Dijk a dit ok, premier degré, je te la mets de ce côté. Il avait envoyé vraiment le missile qu'il faut. Mais c'est vrai que le PSG, on est à quelques pénaltys ratés sur ce début de saison. Évidemment, si c'est juste ça ton problème, il y a aussi un autre souci, je pense, on va en parler, c'est l'infirmerie. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, t'as vu Vitinha, t'as vu là
Barcola. Mais ouais, comme vous dites, peut-être que Nuno Mendes, certains, j'ai vu des commentaires passer sur Twitter, des gens qui disaient tiens, peut-être à Nuno de les prendre. Après, moi je pense que Dembélé les reprendra naturellement, surtout après le Ballon d'Or et tout, enfin tu vois, pour asseoir un certain statut. Mais c'est vrai que c'est dommage que Barcola le tire comme ça parce que ouais, je suis pas fan de ce type de course d'élan un petit peu suffisante. Après, voilà, on a juste ça à lui reprocher parce que sinon, c'est encore très très bon de la part du PSG, enfin de Barcola, dans l'ensemble. Et ouais, Nuno Mendes aussi, le match qu'il fait, franchement, il y a ce PSG là, il est excellent. Enfin, quand tu vois le match que sort Nuno, je pense qu'à son poste, c'est numéro un. Ce qu'il a su faire entre le PSG, le Portugal avec des nations, et là sur ce début de saison, il est costaud. Ah, le but qu'il met, il est particulier parce que je sais pas quel est le XG exact, mais Carnesegui, il couvre pas très très bien son angle. Tu sens que premier poteau, il peut faire mieux, mais Nuno Mendes, enfin. Il y a des ailiers qui ne font pas ça dans leur carrière. Il y a des ailiers qui sont incapables de faire cette action. Et lui, le fait avec une facilité qui est déconcertante. Et franchement, c'est juste splendide, quoi. Le crochet, j'ai vu un revival d'Aston Villa sur Martinez. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que il te le prouve bien. Il te le prouve bien. Et non, non, franchement, la forme qu'il affiche, c'est ça en fait, ce 11 du PSG, même en ayant deux joueurs majeurs qui sont absents, comme Dembélé et Doué, tu vois que tu as encore une classe supérieure par rapport à d'autres équipes. À partir de combien de blessés, tu vas te dire, ah, ça commence peut-être à souffrir et tout. Ce qui est drôle, c'est que il y a Marseille qui arrive, et bah, forcément, on aimerait voir un gros classico, on aimerait voir de l'enjeu, mais j'en voudrais pas à Marseille s'ils perdent contre ça. Enfin, qu'ils fassent leur maximum. Mais quand tu vois le niveau qu'affiche chez Gala, c'est. Ouais, même en ayant ton potentiel ballon d'or, même en ayant Désiré Doué sur le carreau, même en ayant peut-être Neves pas là. Après, Neves au milieu de terrain, ça peut faire beaucoup. Mais même en ayant, tu vois, un milieu de terrain avec Fabian, avec Vitinha, peut-être Kangingli, peut-être Zaire Emery, peut-être Mayoulou, ah, tu t'as pas non plus envie de paniquer pour eux. Mais franchement, c'est beau, c'est beau. Après, il y a des choix qui sont quand même intéressants de la part de Luis Enrique. Le Mayoulou en pointe, en espèce de faux neuf, qui ne s'est pas voilà, illustré comme, bon, de toute façon, Nuno, Gvara qui font un match, tu vois, d'excellence. Mais Mayoulou, encore une fois, dans l'envie et tout. Et c'est vrai que beaucoup se posaient la question pourquoi ce PSG-là n'a pas recruté cet été, alors que tu vois, ils avaient un statut de champion d'Europe, on savait qu'il fallait renforcer le banc, ils avaient touché 90 millions d'euros de la Coupe du Monde des clubs, et c'est Luis Enrique, d'après l'équipe, qui a dit, moi les gars, j'ai envie de continuer à donner du temps de jeu à Mayoulou, à Mbaye, à accompagner ces jeunes-là. C'est un choix fort de sa part. Je ne sais pas s'il sera payant, mais pour l'instant, ce coach t'a apporté une Ligue des Champions, son instinct l'a rarement trompé à Paris, donc t'as envie de lui faire confiance. Après, moi je l'ai dit sur... je le pense, hein, il y aura quand même une recrue cet hiver pour étoffer tout ça, parce que tu auras peut-être besoin, enfin, je le souhaite pas, hein, mais l'infirmerie, à voir. À voir, à voir. La première de Titune Mayoulou, un poste qui n'est pas sien, ça reste intéressant comme bataille de cheveux. Non, non, mais Mayoulou en plus, ça reste super, super jeune, quoi. Mayoulou, de mémoire, c'est 2006. Donc, c'est à l'échelle du foot, enfin, c'est très, très jeune, tu vois. 19 ans. Ouais, non, franchement, il a encore beaucoup, beaucoup de temps devant lui. Mais c'est bien parce que Luis Enrique, je pense qu'il va faire pas mal de tests avec ces joueurs-là et continuer à essayer. En attendant, tu vois, les jeunes du 19 qui ont battu pareil l'Atalanta sur un gros score en Youth League, de voir un peu Noam Camara qui a l'air d'être un très très bon défenseur central. Je sais qu'il y a un jeune qui a marqué un triplé avec la Youth League. Donc non, c'est vrai que t'as l'impression que pour le PSG tout va bien. Le banc fait peur. C'est vrai que t'as Lucas Hernandez qui est pas rentré. Sinon t'as Kangingli, Warren Zaïre-Emery, Gonzalo Ramos, Ilyas Zabarni, Ibrahim Mbaye. Tu vas devoir tenir. On rappelle que le PSG enchaîne Marseille, Strasbourg et le Barça. Et ensuite, tu as un autre match avant la trêve. C'est costaud. Il faut pas qu'il y ait d'autres blessés, type Joao Neves par exemple. Tu as un petit filet de sécurité.
Mais oui, évidemment, enfin, comme je vous le dis, oui, moi j'aurais aimé avoir tout le monde à 100% contre le Barça parce que c'est un match qu'on attend énormément. Mais bon, tu auras peut-être tout le monde à 100% contre le Bayern. Ça sera aussi un superbe test pour les deux équipes. Mais voilà, le PSG s'est facilité la vie et franchement, le niveau des 60 premières minutes, après, tu as senti que voilà, ça a commencé petit à petit à faire des changements à maîtriser un peu plus. L'Atalanta avait rendu les armes. Bon, t'as eu le tir de Kristovic. Je pense que Chevalier, il a passé une soirée hyper tranquille. J'ai noté peut-être deux trois arrêts. Ouais, 2 arrêts, tu vois. 0,25 arrêté d'XG. Donc, ouais, vraiment pépère pour lui. Et l'Atalanta était vraiment pas dangereuse. C'est une équipe qui, je me disais, bon, est-ce qu'ils peuvent faire mieux? T'as quand même des joueurs intéressants, tu vois. De Cateller qui a vraiment, depuis qu'il est arrivé à Atalanta, qui a un gros joueur. T'as Bernasconi qui était une découverte, qui a joué, je crois, 5 minutes seulement en Serie A, donc c'était un pari de la part de Djuric. Après, tu vois, t'as des joueurs quand même qu'on connaît depuis un petit moment, les Pasaic, De Roon, Kosonu, Belanova, Carnesegui. Mais c'est pas suffisant, tu vois, pour aller embêter une équipe qui est favorite à LDC. En tant qu'outsider à Atalanta, c'est trop loin. Non, mais je sais qu'il y a des absents là, à Atalanta, tu vois. On a parlé, bon, Bakker croisé, ça fait un moment. Kolasinac aussi. Lookman, faut qu'il revienne après son bras de fer loupé. Ederson, je l'ai dit, au milieu de terrain, ça pour moi, ça manquait parce que ça, c'est un type de milieu de terrain. Ederson à 100%, il peut être sur le bord du PSG, hein, il ferait pas tâche. Et puis Scamacca. Donc, ouais, évidemment, le banc est pas dingue. T'as Kamaldine Soulemana, t'as Zappacosta, Zaleski qui sont pas rentrés. Et sinon, ouais, tu fais rentrer Samardzic, Kristovic. Ouais, c'est vrai que c'est pas dingue pour Atalanta, quoi. Ouais, moi, le choix de Juric, je le comprends pas. Déjà parce que, bah, vous savez qu'on suit la Roma ici, et que son passage à la Roma, si je devais le comparer à un passage d'entraîneur en Ligue 1, ce serait pas loin de Domenech à Nantes. Donc autant vous dire que c'est pas glorieux. Juric a eu le mérite de gagner 2-3 matchs. Et après il se fait tège et Ranieri arrive et il fait passer l'équipe de la 14e à la 5e place. Et derrière Juric il est allé à Southampton. Et franchement je crois que le ratio points il doit être plus que inquiétant pour lui. Je crois qu'on est sur du 0,44. Voilà, autant vous dire que c'est la 20e place tranquille. Ouais, c'est 2 victoires en 16 matchs, 15 buts marqués, 39 encaissés. Et après, tant mieux pour son agent, tant mieux pour lui de réussir à arriver à Bergame. Parce que même si c'est une équipe qui entame un nouveau cycle, qui peut-être a envie de revoir, tu vois, de temporiser après le départ de Gasperini, parce que Gasperini, à l'échelle de l'Atalanta, c'est Klopp à Liverpool, et même en termes plus, hein, avec la victoire en Europa League, je pourrais même comparer ça à du Ferguson United, même s'il est resté moins longtemps, en termes de passage hyper marquant. Gasperini, ça se place très haut. Mais bon, tu récupères quand même, c'est vrai, un effectif qui est sympa, mais Juric, par rapport à son vécu récent, c'est dur. C'est dur pour lui. Après l'aventure en Serie A, ça fait une victoire, 2 nuls contre Pise, Parme, Lecce. Faudra voir contre les plus gros. Mais moi, ouais, je suis pas optimiste. Ouais, c'est sûr que cet héritage, il est hyper dur. Après, il est dur, mais t'as un effectif ok. Enfin, t'as un effectif même bien pour t'amuser. Le souci, c'est quoi? T'as des absents et que t'as une réputation d'entraîneur. Enfin, tu sors de 2 gros échecs. Donc, tu vois, là, t'as un mal de crâne. Donc, pour t'en relever, c'est pas simple du tout. Mais non, franchement, le PSG a fait le job. Et ouais, franchement, ouais, ils sont encore évidemment là. Et dans cette lutte pour la LDC, ils auront de la concurrence, il y a du gros morceau. Mais moi, ce que je me dis, c'est que déjà, là, ils sont prêts. Et je suis quasiment sûr que février-mars, on se donnera rendez-vous en 2026. Ils seront aussi au rendez-vous. Donc, après l'Atalanta, peut-être sur le papier, je pense qu'on l'a dit, hein, même si ça fait rêver comme nom, ou pas, hein, mais ouais, je pense qu'il n'y avait pas photo entre les deux équipes et ils l'ont bien prouvé. Et je pense que ouais, Luis Enrique doit être bien content de voir comment son équipe elle tourne à merveille, quoi. Ouais, le Barça, ça va être un très beau test. Ça va être bien de voir un petit peu cette confrontation, ces retrouvailles. Ce ne sera pas au Camp Nou malheureusement. Je sais pas si vous avez vu, mais les travaux ne sont pas finis au Barça, pas finis à temps. Donc non, mais c'est vrai qu'il y a aussi Auxerre entre temps.
désolé, j'ai confondu. Quand j'ai dit Strasbourg tout à l'heure, j'ai confondu Marseille. C'est Marseille qui va à Strasbourg. Excusez-moi. En fait, j'ai Strasbourg, c'est en octobre. Le calendrier du PSG, du coup, c'est le Classico ce week-end. Ensuite, c'est réception d'Auxerre. Ensuite, tu vas à Barcelone. Tu vas à Lille. Et après, c'est la trêve. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as du beau morceau. Je pense que la réception d'Auxerre, ça va faire pas mal tourner avant le match contre le Barça. Mais ouais, ça va être bien. J'avais cru voir passer que c'était bon pour le Camp Nou. Bah justement, je crois que malheureusement, sera pas homologué à temps. Ce qui est dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu être. Ça pourrait être. Voilà, Montjuic. Hop. L'UEFA pourrait refuser une dérogation pour le match prévu, obligeant le club catalan. Ouais, donc. L'objectif de pouvoir accueillir des milliers de spectateurs dans de bonnes conditions est raisonnablement impossible à tenir aujourd'hui. La direction du Barça évalue aussi l'impact négatif que renverra un Camp Nou en friche devant le monde entier. Un stade olympique qui se remet à peine du concert du rappeur américain Post Malone samedi dernier, dont la pelouse a été logiquement détériorée. Une entreprise spécialisée a toutefois été engagée par la mairie pour garantir son bon état en raison de la multitude de concerts joués cet été à Montjuic. Guns N' Roses, Bad Bunny, Imagine Dragons et Post Malone. Bah écoute, belle programmation à Montjuic. Donc voilà, faut juste espérer que désormais il y ait une pelouse qui tienne la route. Apparemment, ça va être le cas. Mais après, le Barça à Montjuic, j'aime bien. Enfin, en LDC, c'est quand même la victoire du PSG là-bas 4-1. C'est aussi de très beaux matchs de la part du Barça. Le 3-3 contre l'Inter l'an passé. La victoire contre le Bayern 4-1. La victoire contre Brest aussi, on ne l'oublie pas. Donc non, franchement, même le 4-0 contre Dortmund. Donc c'est vrai que Montjuic, moi, j'ai envie de revoir ce Camp Nou nouvelle version parce que ça fait très longtemps. Mais par contre, Montjuic, ça, c'est pas mal, ouais. À l'Estadi Johan Cruyff, ça aurait pu être marrant de voir un tel match dans un tel stade. Bah, c'est vrai que les clubs espagnols ont cette particularité d'avoir joué des matchs de Liga et de Ligue des Champions dans leur stade d'entraînement. J'ai souvenir notamment, tu sais, quand le Bernabéu était en travaux, lors de la fameuse campagne victorieuse avec Benzema, tout ça, de voir ces fameux matchs disputés au stade d'entraînement Valdebebas, ouais, exactement, où, tu vois, j'avais le souvenir d'un Real Atalanta, d'un Real Chelsea, ça fait bon souvenir. C'est vrai que le Barça, le match qu'ils ont fait contre le Valence, là, dans leur stade Cruyff, franchement, pareil, incroyable. Mais bon, un stade de 6000 places, autant essayer d'aller chercher une belle billetterie à Montjuic, parce que vous savez que chaque centime compte au Barça, pour être dans la fameuse règle du 1-1 et les applaudissements dans le bureau. Ouais, je pense qu'on a dit à peu près tout sur ce PSG Atalanta. Match de très très belle facture. Ouais, 10 grosses occasions. 9 arrêts quand même de Carnesegui qui en prend 4. C'est vrai que le PSG a envoyé du lourd ce soir. Le PSG a envoyé du lourd. 3-40, franchement, ils ont fait un sacré match dans tous les compartiments du jeu. Et même, on peut le dire, défensivement. Voilà, et t'as le but de Marquinhos, mais c'est très solide. Et même, tu vois, le match de Pacho. Quelqu'un me demandait le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est lundi prochain, exactement. Et je le redis, que Pacho ne soit pas dans la liste des 30, c'est scandaleux. Enfin, après, je n'irai pas faire une grève de la faim parce qu'il y a un joueur qui n'est pas dans la liste du Ballon d'Or. Il y a des choses plus graves dans la vie. Mais à l'échelle du foot, et surtout pour les défenseurs, ne pas voir un mec qui a été aussi marquant, même si là, la liste du Ballon d'Or, c'est pour la saison d'avant, c'est dingue. Moi, Pacho, comme je vous le disais, tu me disais c'est quoi ton top 10, je pense que je le mettais dedans, tu vois, pour le symbole 9e, 10e, parce que c'est le joueur que tu n'avais pas vu venir. C'est le joueur que tu te disais, mais d'où est-ce qu'il sort ce gars-là? Et il a été impérial, il a été très très bon. Donc ouais, vraie déception de ne pas voir Pacho dans cette liste. Et lui, pour le coup, il est toujours aussi bon. Et c'est propre, quoi. Et c'est propre. Et non, franchement, ouais, ce PSG, t'es hyper serein. Lucas Chevalier, pareil, soirée tranquille, il faudra voir contre une autre adversité. Mais ouais, tu as l'impression que c'est la soirée idéale. Et encore, je le répète, mais l'an dernier, dans cette phase de groupe, t'as galéré contre des adversaires qui étaient à ta portée. Là, tu sens que ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison en 2024-2025, c'est encore dans toutes les têtes et que cette équipe, elle se connaît par cœur, elle récite son foot. Et que même si tu as 2-3 absents, faut voir s'il y en aura un peu plus. Mais franchement, ouais, ils sont pépères. Je pense qu'on peut aller sur les matchs suivants, les amis. Il faut qu'on parle, bien sûr, de ce nouveau scénario épique du côté d'Anfield, avec une victoire qui s'est dessinée à la 92e minute. Liverpool
qui pour le coup a bien dominé, est vraiment bien rentré dans son match avec ils se sont détachés dès la 6e minute, ils menaient 2-0, coup franc dévié de Robertson, Salah même pris en tenaille par 3 joueurs de l'Atlético qui a su aller marquer son petit but. Et après, il se passe toujours quelque chose du côté d'Anfield quand l'Atlético se déplace là-bas, avec notamment Marcos Llorente qui se transforme en R9 avec vraiment une facilité et surtout des buts assez marquants. Et évidemment, il avait été de l'aventure lors de cette fameuse victoire en prolongation avec le but de Morata. Le chomismo n'est pas mort, voilà, ça vit toujours. Et c'est vrai que Llorente, il s'est rappelé au bon souvenir de ce match de 2020. Mais très clairement, ça n'a pas suffi. Un match qui s'est mal terminé pour l'Atlético. Avec un Cholo Simeone qui est sorti de ses gonds, qui s'est fighté avec un supporter qui a même fait un doigt d'honneur, je crois. Donc attention, ça pourrait avoir une petite conséquence de la part de l'UEFA. On a parlé des absents pour l'Atalanta. C'est vrai que l'Atlético avec quelques joueurs aussi, pas des moindres. Alejandro Baena, Alex Baena, Jiménez, Julián Alvarez surtout, Johnny Cardozo, très bon milieu de terrain, Thiago Almada. C'est vrai que j'ai fait un tweet où, quand ils s'étaient menés 2-0, j'ai balancé la compo du 11 de départ. Je dis, bon, ils ont quand même dépensé quasiment 200 millions d'euros. Ce 11, c'est quoi ce 11 ? C'est quoi cette allure ? Et j'avoue, j'avais pas vu le banc des remplaçants parce qu'en fait, dans mon esprit, le Cholo avait fait tourner. Et tu vois, il a décidé de laisser Alvarez sur le banc parce que tu sais, des fois, il y a les coachs qui tentent des coups de bluff ou qui veulent peut-être un peu plus se rattraper sur le championnat parce que le début de saison de l'Atlético n'est pas bon. Ils ont pris 4 points sur 9, je crois. Donc je m'étais dit, bon, peut-être qu'il laisse Alvarez. Et non, Alvarez est absent. Donc moi, je vous le dis, je ne suis... je ne suis pas arc-bouté sur mes positions. Si je me trompe, je le reconnais, je suis pris, mais j'avoue que je n'étais pas au courant de l'infirmerie de l'Atlético. Donc finalement, ils ont failli faire un coup de Trafalgar et me donner raison ou tort parce que l'Atlético, je les ai mis dans mes équipes à suivre. Donc forcément, j'ai envie quelque part qu'ils réussissent pour vous dire, ah, regardez, j'avais raison. Mais dans l'autre sens, c'est aussi dire, bon, si je les ai placés là dans cette sélection d'équipes à suivre, c'est que j'y crois. C'est que pour moi, ils ont fait un mercato intéressant pour l'avenir. Mais est-ce que le Cholo, qui a déjà vécu, qui en est à sa 15e saison, qui a été de nombreux cycles, est-ce que c'est pas le dernier, quoi. On se pose toujours la question avec ce type d'entraîneur qui dure très très longtemps. Est-ce que ce sera quelle fin, quoi ? Est-ce que ce sera un truc plutôt bien comme Sir Alex ? Est-ce que ce sera comme Wenger ? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a failli être un match qui aurait pu débloquer quelque chose. Malheureusement, il s'incline. Et c'est vrai que côté Liverpool, on a pu voir, je pense, je suis d'accord avec vous, le meilleur match de Wirtz depuis qu'il est arrivé. Après, tu sais, je me demande si Wirtz, finalement, il va pas être plus à l'aise en Ligue des Champions parce que c'est une compétition qu'il connaît déjà et contre des adversaires un peu différents par rapport à la Première Ligue où en termes d'intensité, ça va bien rentrer dedans, c'est un rythme à part et tu vois, Wirtz il connaît déjà l'environnement Ligue des Champions, mais l'environnement PL, il faut pouvoir s'adapter et ça pour le coup c'est quand même un défi à part parce que nouveau pays, nouveau contexte, t'es aussi un joueur, t'es à Liverpool, enfin à Leverkusen, t'avais une belle équipe. Grimaldo, Frimpong, Chic, Xhaka, tout ça, même Boniface avant, mais t'étais quand même sur le papier l'individualité star. On va pas se mentir, quand tu regardes le 11 de Leverkusen, à l'époque, tu dis, Wirtz, c'est le porte-étendard. Là, le porte-étendard, t'as Van Dijk, t'as Gravenberch qui est monstrueux, t'as Salah qui est à un niveau depuis 7-8 saisons qui est incroyable. T'as recruté Ekitike 95 millions, t'as recruté Isaac 150 millions, t'as Gakpo qui est toujours un bon joueur de devoir. Enfin, il y a beaucoup de gars qui peuvent se détacher et tu vois, être le joueur un peu symbole. Et finalement, Wirtz, il doit encore trouver son rôle, mais moi, je suis pas inquiet pour lui. Je pense que il doit pouvoir trouver son rythme et peut-être que sur cette campagne de Ligue des Champions, dans un contexte qu'il connaît déjà, je pense que ça va mieux fitter et que l'appel, ça va prendre peut-être plus de temps. Il y a des joueurs pour qui ça a pris plus de temps en Première Ligue. Bernardo Silva, Fabinho, quand ils sont quittés Monaco pour Liverpool City. Tu vois, je pense que c'est un petit peu le même ordre d'idée. Après, évidemment,
quand t'as coûté 130 millions d'euros, oui, tu peux pas, des fois, les gens vont dire non, on peut pas être indulgent, on peut pas se contenter d'une adaptation pépère. Mais, pour le coup, croyez-moi, Wirtz, c'est un joueur qui a du ballon, c'est un super joueur de ballon. On peut pas l'abandonner en route comme ça. Et on a envie de lui faire confiance. Ça prendra du temps. Il va se prendre encore des critiques. Mais moi, j'y crois. Et je pense que l'adaptation à Liverpool peut passer par la Ligue des Champions. Où ouais, ça va être des adversaires un peu différents. Et ouais, je pense que ça peut le faire pour lui. Je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. On a déjà vu des gros transferts où ça a pris du temps. Il y en a où très vite, ça a matché. Là, pour le coup, tu vois, je me dis que c'est un gamin intelligent. Slot est un coach intelligent. Il va savoir le mettre dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que vous le disiez, le milieu de terrain, Gravenberch, Szoboszlai, ça envoie. Le début de saison de Szoboszlai, il est très bon. Gravenberch est sur la continuité de ce qu'il a pu faire l'an passé quand Slot l'a vraiment bien replacé, surtout responsabilisé. Toi qui es quatrième, cinquième, voire sixième dans la hiérarchie, toi je te prends et je te mets bim, titulaire. Toi t'es ma sentinelle, t'es mon point de repère au milieu de terrain. Tu bougeras pas. Et là, Slot, il a eu raison. Et là, pour le coup, Szoboszlai, qui a été latéral droit hybride en l'absence de Frimpong, qui revient milieu de terrain, il est bon, quoi. Ouais, non, c'est vrai que Gravenberch a encore progressé. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est très fort. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Enfin, je suis très content parce que Gravenberch, c'est un joueur qui a eu un parcours, comment dire, fulgurant et peut-être trop tôt, trop vite. Tu vois, le Bayern qui, quand il a 18-19 ans, va le chercher à Ajax. Enfin, Gravenberch au Bayern, si tu récupères le Gravenberch de Liverpool, même si c'est un joueur qui a dû apprendre et dû patienter encore 3-4 ans, d'arriver à 22 ans pour tu vois, trouver ce vrai niveau, le Bayern avait quand même eu le coup d'œil parce que ce que proposait Gravenberch en équipe de jeunes et en équipe A de l'Ajax, c'était déjà dingue. Mais des fois, tu vois, ça fit pas et finalement, il faut passer par un autre contexte. Et là, pour le coup, Liverpool qui se dit tiens, on a besoin d'un milieu de terrain supplémentaire, on a déjà du monde, mais toi, viens mon coco, on va te préparer. Et ouais, c'est ça aussi, la force de Slot. Et moi, enfin, il arrive dans une équipe Liverpool où Klopp, il a laissé, tu vois, des super fondations. Enfin, vraiment, en termes d'état d'esprit, en termes de joueurs, en termes de, tu vois, de stabilité financière, en termes, ouais, de même les caisses. Hein. C'est vrai qu'il y a eu ce gros mercato, mais avant, Liverpool avait très bien géré ça. Et finalement, Slot, là, on l'attendait, c'était qu'est-ce qu'il peut apporter. Et tu vois, petit à petit, il y a des petits trucs qui sont sympas, dont Gravenberch, ça crève l'écran, et puis même Szoboszlai, tu vois, sur les 2-3 matchs qu'il a fait à ce poste latéral, c'était vraiment bien. Gravenberch est parti bien trop tôt de l'Ajax, je le voir se rancer à ce point à Liverpool, c'est inespéré. Ah ouais, non, mais t'imagines, passer d'un joueur qui est un espoir, qui a peut-être pas pris le temps de totalement se développer à Ajax, qui était un recalé du Bayern, à devenir un des meilleurs milieux du monde. C'est fort, hein. Franchement, ça fait plaisir ce type de trajectoire. Et ouais, qu'est-ce qu'on en pense d'Isaac? Après, Isaac, il est sorti assez vite de mémoire, c'est quoi, 55e, ouais, 58e, remplacé par Ekitike. Et c'est vrai que son match, je le trouve bien, tu vois, dans les intentions, dans les appels, dans le jeu en déviation. Ouais, ça, c'est très prometteur. Je pense qu'Isaac, il va lui falloir encore un peu de temps pour retrouver pleinement ses sensations physiques, parce qu'entre le fait que voilà, il était en bras de fer avec Newcastle et qu'il peut jouer avec la Suède, d'un point de vue match officiel. Mais là, pour le coup, ouais, ça se voit qu'il est au-dessus des critiqués. Ouais, déjà, le mec, il connaît très bien l'environnement PL. Lui, la période d'adaptation, elle va pas se faire. Mais Ekitike, oui, ça va être dur pour lui, mais faudra voir. Est-ce que Slot, il va tenter quelque chose? Est-ce qu'il va pas tenter un Ekitike côté gauche? Est-ce qu'il va pas décaler Wirtz à gauche pour mettre un Ekitike qui pourrait tourner autour d'Isaac? Je sais pas, il y a des possibilités quand même. Et encore une fois, même si certains vont dire, et je peux le comprendre, d'avoir autant de joueurs à ce prix-là et de mettre un Ekitike sur le banc, ça peut être du gâchis. Mais c'est aussi un casse-tête intéressant, t'as la profondeur de banc, et Slot, pour moi, il peut peut-être réussir à faire cohabiter les deux. Ça me paraît compliqué, mais on ne sait jamais, quoi. Et Ekitike le raté à 95e, heureusement qu'il y a le 3-2. C'est vrai que il loupe un petit coche dans ce niveau-là. Non, mais franchement, le banc de Liverpool, ce soir, alors, en absent, t'as Kersey Jones et t'as Chiesa, mais Chiesa qui est en dehors de la liste LDC. Sinon, t'as Connor Bradley, qui remplace Ripong, t'as McAllister qui est sur le banc. McAllister qui, je pense, est titulaire. Allez, à part peut-être le PSG qui tourne très bien son milieu de terrain, peut-être le Barça.
Je pense que McAllister est titulaire dans toutes les autres équipes. Allez, peut-être Arsenal, quoique je pense que ça à redire, mais ce gars-là est titulaire dans toutes les autres équipes et tu l'as comme remplaçant, comme troisième choix, c'est pas mal. Rio Ngumua, la jeune pépite qui remplace Wirtz, et Kitike donc, et Milos Kerkez. Et t'as Giovanni Leoni, t'as Wataruendo, t'as Joe Gomez qui reste sur le banc, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il a pris une grosse semelle, McAllister. C'est vrai qu'il avait pris un sacré choc, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Liverpool, du coup, c'est le 5e match qui gagne un petit peu tu vois, à l'arraché. T'as fait 88e contre Bournemouth, 90e plus 10 Newcastle, 83e Arsenal avec le coup franc de Slobozai, 95e contre Burnley. Là, pareil, c'est longtemps additionné contre Madrid. Ça ne tiendra pas tout le temps. Il y a des matchs où ils ne méritaient pas forcément de gagner. Mais là, celui-ci, je trouve que c'était quand même pas mal du tout. C'est juste que on peut voir qu'en termes d'équipe, bon, c'est pas encore parfait, mais c'est que leur 5e match de la saison. Il y a encore du temps pour s'adapter, pour équilibrer tout ça. Je pense que Slot, il n'aura pas un 11 défini tout le temps et qu'il va faire beaucoup de tests et que ça va être intéressant de voir ce que ça va pouvoir mettre. Ngumo a fait une entrée moyenne, mais il peut rien, le pauvre. Après, ouais, ça reste jeune, mais on a pu voir ce qu'il a apporté contre Newcastle en termes de spontanéité. Moi, je pense qu'il va être quand même intégré dans la rotation. Puis bon, il a une chance en LDC, c'est que Chiesa a été mis hors de la liste. Du coup, ça fait un gars en moins devant. Et tu vois, Liverpool peut être une équipe qui très vite assure sa place pour les 8e, qui peut être dans le top 8. C'est quoi le calendrier de Liverpool exactement en LDC? Je crois qu'il y a des retrouvailles. Bon, il y a l'OM. Ça va être intéressant ce OM Liverpool. Ça, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Je crois que tu as le Real, non, en termes de retrouvailles, encore une fois. Ah bah là, t'as Galatasaray, t'as Francfort, t'as le Real, c'est ça, 4e journée. Tu reçois le PSV, tu vas à l'Inter, tu vas à Marseille et tu reçois Karabag. Bon, ça, c'est top 8, tranquille, non? Bon, t'as un déplacement à l'Inter qui sera peut-être pas simple, mais sur le papier, ça reste supérieur, je pense. Et t'as la réception du Real, mais mieux vaut recevoir le Real qu'aller au Bernabeu. Donc, ouais, ça c'est vrai que ça termine top 8. Ouais, ça va être pas mal du tout, quoi. Pourquoi Chiesa est en dehors de la liste? Malheureusement, je pense qu'ils avaient peut-être trop de joueurs et du coup, un étranger, un joueur pas formé au club, tu vois, je pense que ça rentrait pas forcément dans le truc, quoi. Sinon, je pense qu'il aurait dû être, tu vois. Mais c'est comme d'autres, hein. C'est vrai qu'il y a Tottenham qui a mis Matistel et Bissouma. Bon, il y avait d'autres blessés, on l'a redit, Kulusevski, Madison, mais tel et Bissouma. T'as Marseille qui a mis Lirola, qui a mis Haritz, qui a mis Mopé. En dehors de ça, t'as l'Olympiakos qui a pas mis Cabella. Donc tu vois, il y a du monde. Il y a du monde, il y en a un paquet, quoi. Et du coup, côté Atlético, ça dit quoi d'ailleurs, le calendrier de nos bons vieux Colchoneros? Est-ce qu'on peut se faire un peu peur? Parce que je sais que certaines personnes ont dit que ça pouvait être un des chokes de cette phase de groupe. L'Atlético, tu reçois Francfort, tu vas à Arsenal, tu reçois l'USG, tu reçois l'Inter, tu vas au PSV, tu vas à Galatasaray, tu reçois Bodo Glimt. Ah, pour qu'il soit pas dans les 24, faudrait vraiment qu'il y ait un effondrement monumental. Top 8, ce sera dur, mais je les vois quand même dans les 24. Ils ont quand même une profondeur de banc, tu vois, le 11, je les ai moqués, mais le 11 pour affronter d'autres équipes que Liverpool, ça peut le faire. Quand on aura le retour d'Alvarez, tout ça, Baena, ça va faire le taf. Après, est-ce que tu termines plutôt 9ème ou plutôt 23ème? Ça peut être la question, mais faut voir. C'est quoi, toi, ton top 8? Alors là, franchement, j'ai plus tous les calendriers en tête, mais de mémoire, je crois que j'avais mis Bayern, Arsenal, Real en 3 hors-jeu. Après, tu vois, là, je viens de voir Liverpool, je pense qu'ils vont y être. Fais voir celui de l'Inter, vite fait. L'Inter, ça dit quoi? L'Inter, t'as le Slavia Prague, t'as l'Union, t'as Kairat Almaty, t'as Atletico, t'as Liverpool, t'as Arsenal, t'as Dortmund. Tu vois, s'ils font 3 victoires sur les prochains matchs, Slavia, Union, Kairat, mais là, peut-être qu'ils seront pas loin. Il leur faudra encore aller peut-être gratter 4-5 points là-dessus pour aller chercher une place top 8. Finalement, Paris, tu vois, ils ont un calendrier rude, mais ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent aussi. Et je pense que le Barça avait un calendrier vraiment, ouais. Tu vas à Newcastle, tu reçois le PSG, tu reçois Olympiakos, tu vas à Bruges, tu vas à Chelsea, tu reçois Francfort, tu vas à Prague, tu reçois Copenhague. Ouais, Barça aussi seront top 8, je pense. Donc,
Ouais, je pense que t'as ça. Fais voir Naples vite fait. Est-ce que Naples peut être top 8? Naples, ça dit quoi? Ils vont à City, ils reçoivent le Sporting. Ils vont au PSV, ils reçoivent Francfort. Ils reçoivent Karabag. Ils vont au Benfica, ils vont à Copenhague, ils reçoivent Chelsea. Naples, ça peut être top 8. Naples, ça peut y être. Naples, franchement, ouais, je pense que vous avez raison. Naples, clairement, j'ai. En fait, même si on peut me qualifier de fou du bus par rapport à tout ce que je peux regarder, je vous avoue que tous les calendriers de clubs en Ligue des Champions, je les ai pas en tête. Par contre, Conférence League, je les ai. Tottenham, Tottenham, c'est vrai. Tottenham, ce genre d'équipe, si ça se trouve, les planètes se sont alignées. Donc, tu as déjà 3 points contre Villarreal. Tu vas à Bodø/Glimt, tu vas à Monaco, tu reçois à Copenhague, tu vas à Paris. Ah ouais, Tottenham aussi. Ah, Tottenham, franchement, ils ont eu. Ah, Tottenham, ils sont bien lotis. Hein. T'as Slavia Prague, t'as Dortmund, t'as Francfort. Tottenham, Tottenham, ils vont y être. Tottenham, ça. Je suis d'accord avec vous. Donc, on verra pour Atlético avec les retours de certains gros morceaux, quoi. Ouais, évidemment, on reverra après les matchs de demain. Mais il y a encore eu des matchs intéressants ce soir, avec notamment ce Bayern-Chelsea. Beau choc. Revival de la finale 2012 dans le même stade en plus. Et de ce que j'ai vu, vraiment une belle perf de la part du Bayern. Défensivement, tout n'a pas été parfait. Cole Palmer a inscrit un deuxième but refusé pour hors-jeu. Il a inscrit un très beau but sur un excellent mouvement collectif avec une finition vraiment pied gauche où il la met dans la lucarne de l'honneur. Très très sympa. Mais tu sentais quand même que Chelsea est une équipe qui redécouvre la LDC. Et en face, que tu as une équipe qui est favorite, qui fait partie des favoris. Donc là, pour le coup, ça a pu faire un petit peu la différence du Bayern avec un Harry Kane qui, au-delà de son doublé, j'ai trouvé vraiment excellent dans le jeu. Franchement, c'est une des meilleures versions d'Harry Kane. Je me demande si c'est pas un de ses meilleurs matchs avec le Bayern depuis son arrivée. Franchement, je l'ai trouvé très fort. Michael Olise à l'image du premier but et de l'action qui est déviée en contre son camp par Chalobah, très intéressant. Il a déjà fait des matchs encore plus complets. La seule limite pour moi du Bayern, au-delà de cette fameuse profondeur de banc, ce soir du coup, le Bayern, tu fais entrer Kim Min-jae, tu fais Sacha Boey, Goretzka, Tom Bischoff, Nicolas Jackson, t'as Lennart Kahl qui est une pépite qui reste sur le banc, et en blessé, tu as Moussiala qui va pas revenir avant un moment, Guerrero, Hiroki Ito et Alphonso Davies. C'est vrai que quand le jour où le Bayern sera avec tous ces joueurs-là, ça pourra donner plus de marge à Vincent Kompany. Mais c'est vrai que Jonathan Tah, je suis pas convaincu. En vrai, Jonathan Tah, tu te dis, le joueur en fin de contrat à Leverkusen qui connaît bien la Bundesliga, pour le prendre, c'est 3ème, 4ème dans la hiérarchie, pourquoi pas. Par contre, pour être titulaire, là, je vous avoue, je coince un petit peu. Stanisic aussi, ça n'a pas été son meilleur match, mais il pourra rendre des services. Par contre, Upamecano et Leimer, très bien. Et au global, Upamecano, on rappelle, hein, alors certains disent que c'est peut-être le défenseur le plus sous-coté. Je peux comprendre. C'est vrai qu'on parle pas assez de lui. Il a un petit déficit de notoriété alors que depuis pas mal de temps que son équipe de France avec le Bayern, il est très très bon. Franchement, ça fait super plaisir. Oui, comme tu dis, si, mais c'est vrai que Kim et Boué ont fait des entrées intéressantes. Après, tu vois, Sacha Boué, le souci, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu, j'ai l'impression, avec ce joueur. Soit il est très très fort, soit il est catastrophique. Et il n'est pas capable de 6 sur 10. Par contre, des 8 sur 10, il peut l'envoyer. Mais là, pour le coup, un entraîneur, il préférerait avoir peut-être un truc un peu plus fiable. Mais c'est bien pour lui. C'est bien pour lui parce qu'il est resté au club. Ouais, c'est vrai que Upamecano, t'as raison. Peut-être que les boulettes, à l'image de son match contre City, quand Tourla était arrivé, les gens ont peut-être gardé ça en tête en mode Upamecano, c'est le mec qui peut à tout moment te faire vriller un match. Mais pour le coup, je le trouve quand même depuis 1 an et demi très très fort. Franchement, faut le dire qu'il a vraiment passé un petit step. Et ouais, je suis content pour lui. Parce que vraiment, en équipe de France, pour moi, c'est irréprochable, c'est titulaire indiscutable. Avec le Bayern, il s'est imposé comme le meilleur défenseur de Bundes et un des meilleurs défenseurs de LDC. Donc c'est vraiment propre. Niabri, pour le coup, j'étais sceptique. Parce que, bon, t'as Sané qui était très clairement en fin de cycle. Coman, je l'aurais gardé au Bayern parce que pour moi, c'est un mec qui peut toujours rendre des services. Bien sûr, il y a des blessures, mais Coman, il peut toujours t'apporter. Mais Niabri, tu vois, pour moi, pareil,
vu sa forme même physique et ce qu'il montrait sur le terrain, j'ai l'impression que ça sentait le départ vers l'Arabie Saoudite ou la MLS. Et ce début de saison numéro 10, bah là, chapeau. Chapeau à lui, chapeau à compagnie pour ce replacement. Vraiment, il est pas mal du tout. Ça fait partie des vraies bonnes surprises du début de saison. Je pense que le Bayern avait besoin de ça numériquement parce que bah, tu as fait partir du monde et Nicolas Jackson peut peut-être occuper ce rôle, mais il est peut-être pas encore tout à fait prêt. Il faudra voir quelle utilisation exacte en fait compagnie. Par contre, un Niabri qui retrouve des bonnes sensations. Après, oui, quand Moussiala va revenir, mais tu vois, il va revenir, il va devoir se réadapter. Enfin, il a une grosse blessure, tu vois. Moussiala, on l'attend pas avant janvier-février. Donc à 100%, peut-être en mars, lui qui va essayer, tu vois, qui est engagé dans une course contre la montre pour jouer la Coupe du Monde. Mais Niabri en super sub, Niabri qui fait le job sur la première partie de saison, ça j'y crois. Et franchement, il est revenu à un bon niveau, quoi. Et finalement, Niabri, on le connaît depuis très longtemps. Mais quel âge il a ce gars? Parce que ça fait partie des joueurs qu'on a vus à Arsenal très très tôt. 30 ans. J'allais lui donner 28-29. Finalement, il est un peu plus vieux que je pensais. Mais c'est vrai que tu vois, il a marqué. Il a fait 2 passes D contre Leipzig. Il est buteur contre le Bayern. Il est buteur avec l'Allemagne en sélection. Il a marqué contre Hambourg. Tu vois, il est décisif à quasi. Il n'y a que 2 matchs. Bon, il y a un match de coupe, donc voilà. Et ouais, sinon, il est décisif avec quasi tous les matchs du Bayern. Donc c'est quand même encourageant. D'ailleurs, ce week-end, il y a un match contre Offenheim. Offenheim qui est une des équipes surprises de ce début de saison en Allemagne. Branchez-vous là-dessus, ça peut être super intéressant à voir. Offenheim qui fait vraiment de belles choses en Bundes. Donc ça peut être un bel adversaire pour cette équipe du Bayern. Et ouais, je pense que pour compagnie, évidemment, comme je vous disais, c'est une excellente nouvelle d'avoir un Niabri que tu récupères à ce niveau-là, quoi. Franchement, c'est du gros bonus, quoi. Je m'attendais à une meilleure carrière pour lui. C'est vrai que quand il avait marqué ce fameux quadruplé contre Tottenham, qui était dans cette attaque du Bayern qui tournait très très bien, à l'époque, on se disait, tiens, c'est peut-être lui le le nouvel atout offensif numéro 1 pour accompagner Lewandowski, tout ça. Et il a fait de bonnes choses. Après, il a eu une vraie régression. Il a un petit peu stagné. Après, en fait, j'ai l'impression que tu vois, il a été comme ça. Après, il a stagné. Et après, la régression, il a vraiment chuté. Et comme je dis, il y avait aussi une forme physique. Il avait un petit peu de bide. Enfin, faut le dire, hein. Faut employer les termes. Et là, par contre, j'ai l'impression qu'il est revenu affûté. J'ai l'impression qu'il est revenu dans un meilleur mood. Peut-être qu'il s'est dit aussi, finalement, j'ai une belle carrière. Hein. J'en ai des titres. Mais finalement, il y a encore de beaux objectifs. À 30 ans, il y a une Coupe du Monde en vue. Avec le Bayern, je suis quand même dans un club qui tourne très très bien, où il y a encore des choses à aller chercher. Donc ouais, pour lui, ça peut être sympa. Côté Chelsea, je dois vous avouer que j'ai pas forcément aimé le match de Caicedo au milieu de terrain, avec le penalty concédé, avec pas mal d'erreurs techniques, de mauvais choix de passe. Un Caicedo qui, pour moi, le milieu de terrain, c'est là où j'attendais beaucoup ce Chelsea-là. Et il m'a un petit peu déçu. Je pense que là, pour le coup, la marche était peut-être un peu trop haute pour ce Chelsea-là en LDC, mais il faudra voir contre d'autres adversaires. Je pense que c'est une équipe qui peut aller potentiellement, selon les circonstances, faire un quart, mais il faudra progresser grandement. Ouais, tu reçois Benfica, tu reçois Ajax, tu vas à Karabakh, tu reçois le Barça, tu vas à Atalanta, tu reçois Pafos, et tu vas à Naples. Bon, ils seront bon, ça pareil, hein, on va pas être trop inquiet. Enzo Fernandez, seulement 5 passes en première période. Waouh. Ah ouais. La stat, elle est inquiétante. Chelsea, outsider mais pas plus. Ouais, moi, je les vois comme ça, mais pour rejoindre top élite, qu'est-ce qui manque? Pour moi, ça peut être le gardien. C'est là où j'avais des craintes. Peut-être même Chalobah, il fait un bon début de saison. Là, il fait un contre son camp, donc j'ai pas envie de l'accabler. Mais un décès d'une dimension un peu supérieure, peut-être. Et devant, tu vois, il y a du bon potentiel, mais il va falloir assumer certains registres. Après, tu vois, t'as Estevao, t'as Garnacho, t'as André Santos qui rentre, t'as Jorel Ato, Fofana, Jamie Gittens, Tariq George, Facundo Buonanotte qui reste sur le banc. Et t'as Colwill, t'as Lavia, Delap et Dario Esugo qui sont pas là. T'as encore des absents. Mais ouais, moi j'en attendais quand même pas mal de ce Chelsea-là. Et je reste... je pense que le Bayern, là, d'entrée... En plus, je crois qu'il y a une stat qui est assez effrayante. Je crois que c'est Media Bayern qui a sorti. Genre, le Bayern a gagné ses 24 derniers matchs. Enfin, c'est les 24 derniers premiers matchs en Ligue des Champions. Ils sont sur un score du type 65-7 niveau but pour contre. Donc, le Bayern, en gros, si tu les prends la première journée, c'est foutu. Il faut l'oublier.
Il manque aussi de l'expérience en LDC. C'est vrai. Est-ce que dans ce 11-là, il y a beaucoup de joueurs qui ont un gros vécu LDC, à part Rhys James, Enzo Fernandez peut-être un tout petit peu avec Benfica. Mais sinon, c'est vrai que tu as raison. Il faut le prendre en compte. Le vécu LDC de Chelsea, tu fais le comparatif par rapport en face. Je pense qu'en face, il y a le quintuple ou le sextuple peut-être de nombre de matchs en LDC. D'ailleurs, tu prends juste un Manuel Neuer, tu prends juste Neuer, Kimmich et Kane. Je pense que déjà, ça te détraque le logiciel, quoi. Gnabry, je pense qu'il doit aussi en avoir un paquet de matchs de LDC. Ouais, voilà. Rien que Neuer, c'est 153 matchs de LDC. Je serais pas étonné qu'il ait plus de matchs de LDC en cumulé que tous les gars de Chelsea. Un dernier match à évoquer sur ceux de 21h, c'est la victoire de l'Inter contre l'Ajax. Comme je vous le disais, je pense que cette victoire va faire du bien aux Interistes, va faire du bien à Kivu, qui a vécu un début, une entame compliquée en Serie A, avec 2 défaites, dont celle contre la Juve qui fait mal parce que c'est un adversaire pour les places européennes, voire pour le titre, parce que je vois encore l'Inter évidemment lutter pour le titre. Tu as déjà 6 points de retard sur Naples et la Juve, c'est que le début de saison, mais tu vois, il avait laissé quand même Lautaro au frigo. Tu as aussi Acerbi, Bisek qui n'ont pas joué, Luis Enrique et Andy Diouf qui sont arrivés de Ligue 1. Mais tu vois, tu avais Esposito et Thuram en attaque. Tu avais le milieu de terrain qui est toujours là. Alors là, le milieu de terrain de l'Inter, celui-ci, c'est Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella. Les années passent, les coachs passent, mais celui-ci, ils l'ont installé définitivement. Mais pour le coup, même si la situation en championnat n'est pas évidente, l'Inter, c'est quand même une équipe qui a fait 2 finales de LDC sur les 3 dernières saisons. C'est quand même une équipe qui a un beau vécu LDC. C'est une équipe qui est sur le papier supérieur. Je n'étais pas forcément inquiet sur cette rencontre face à Ajax. Et ils ont fait le job. Ils ont montré qui étaient les tontons. Et oui, Marcus Thuram encore exceptionnel. Ce que fait Deschamps en EF, c'est criminel. Est-ce qu'un jour on aura ne serait-ce que 30% de ce que réussit Marcus Thuram avec l'Inter? Marcus Thuram, je pense que le ratio va faire mal sur le début de saison qui peut réussir en club par rapport aux joueurs qu'on peut voir avec l'EDF. Ça restera une belle frustration. C'est 5 buts en un peu plus de 300 minutes. Donc un ratio vraiment un but toutes les 65 minutes qui est excellent. Tandis qu'en équipe de France, c'est 2 buts en 31 matchs. Bon, faut qu'on voit le nombre de titularisations aussi, sinon c'est pas juste. Je pense qu'évidemment il y a beaucoup d'entrées en jeu. Est-ce qu'il y a le bilan 13 titularisations et 18 pour rentrer sur le terrain. Mais oui, c'est évidemment un joueur qu'on aimerait voir à ce niveau avec l'EDF. C'est un joueur qui est voué peut-être toute sa carrière à jouer à 2 devant. Est-ce que c'est la faute de Deschamps qui ne s'adapte pas à lui? Ou est-ce que c'est de la faute de Thuram qui n'arrive pas à jouer dans un autre registre? Après, je vais vous faire jouer Marcus Thuram en ailier. Comme je vous le disais la dernière fois, je pense qu'à part Gourvenec à Guingamp, personne ne l'a fait jouer dans ce registre. Donc ça commence à dater. Et pour le coup, c'est vraiment un joueur, que ce soit à Gladbach ou à l'Inter, il a toujours joué dans ce système-là. Ouais. Peut-être que l'association avec Mbappé pourrait être testée. Mais du coup, est-ce que Deschamps, il se dit, bon, je sacrifie l'espèce de numéro 10 que j'ai commencé à installer avec soit Olysée, soit Doué, voire Dembélé dans une moindre mesure. En fait, intégrer Marcus Thuram, c'est bouleverser toute ton attaque. J'ai l'impression que Deschamps est quand même sur une idée en tête, c'est son 4-2-3-1. Et malheureusement, Thuram, ce sera pour peut-être entrer en fin de match s'il y a besoin, ou alors en ailier, pourquoi pas. Mais bon, ailier, pourquoi pas, pour moi, c'est limite, faut pas le faire jouer parce que dans ce rôle-là, ça correspond pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a un gars qui depuis pas mal de temps à l'Inter qui est très très fort, qui a franchi un vrai cap et qui n'arrive pas, enfin qui ne peut pas en équipe de France s'exprimer tel quel. Donc on a de quoi être frustré. Et pareil, Çalhanoğlu, double buteur contre la Juve, double passeur, à la fois deux corners, 2 coups de casque de Thuram, très très fort dans le jeu aérien. Donc franchement là pour le coup c'était un exercice qui a été très très bien exécuté par l'Inter, qui a bien ciblé un gros point faible de l'Ajax. C'est l'un des tout meilleurs neufs du monde, ça peut paraître évident à dire, mais il faut l'ancrer dans le marbre. Non, mais c'est vrai, quand il l'avait dit dans une interview à 11 mondial, certains s'étaient moqués, mais franchement,
il est en train de plus en plus d'affirmer certains standards qui sont très très hauts. Enfin, avec l'Inter, c'est 38 buts, 24 passes D en 100 matchs. Il a atteint un cap beau. Tu vois, il est décisif. Ouais, et plus d'un match, un match sur deux. Donc c'est quand même un ratio qui est très intéressant. Et tu vois, c'est vrai que Serie A, 13 buts, 13 passes D en 2023-2024, 14 buts, 7 passes D en 2000, l'an passé. Donc franchement, il a des standards qui sont très très hauts, quoi. En LDC, il peut encore faire mieux, tu vois, mais petit à petit, il est quand même en train de s'installer dans une catégorie qui est... Ouais, Bah après, moi, je suis content pour lui parce que c'est un super parcours. Il arrive libre de Gladbach à l'Inter. Et nous, on l'a connu en France un tout petit peu à Sochaux et Guingamp. Mais à Guingamp, tu vois, c'était un joueur intéressant. Après, c'est comme d'hab, hein. Est-ce que tu me dis, ce gars-là va être titulaire dans une équipe qui est finale de LDC, ça va devenir un des meilleurs neufs? Un peu comme Guirassy finalement. Tu t'attends pas à ce type de trajectoire, mais des fois il suffit du bon développement, d'un championnat où tu es à l'aise, et puis ça peut faire la différence. C'est vrai que ce Marcus Thuram là, bah, on l'apprécie grandement. Et ouais, non, c'est vrai que le 11 de Inter, tu as juste Akanji à la place de Pavard et Esposito à la place de Lautaro, et ça n'a pas bougé. Enfin, je pense que Kivu a peut-être voulu un peu relancer, responsabiliser certains, mais je peux comprendre aussi l'idée de s'appuyer sur ce qui s'est fait de mieux pour repartir de l'avant. Et attends, on a parlé de... Est-ce que le calendrier de l'Inter, on l'a dit, parmi peut-être les équipes qui pourraient terminer dans le top 8, je sais plus si on l'a évoqué, l'Inter... Ah oui, c'est ça, il faisait Slavia Prague, Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty. Ouais, l'Inter, ils peuvent aussi, tu vois, tranquillement pocket ça, quoi. Rafinha à Rennes, on n'aurait jamais imaginé. C'est vrai que Rennes a eu à un moment donné dans son équipe Kamavinga, Rafinha, Guirassy. T'as eu les deux co-meilleurs buteurs de LDC l'an dernier et un milieu international de l'équipe de France au Real Madrid. C'est quand même quelque chose. En fait, c'est ça. Je pense que tu le dis, Enzo, à quel point le 5-0 va rester dans les têtes longtemps et peut rester un petit peu comme, ouais, comme un souffre-douleur pour cette équipe qui a de vraies qualités, mais tu sens qu'il y a eu un avant et un après. L'interview de Lautaro Martinez dans l'équipe apparemment est très intéressante, dans France Football, pardon, où il évoque ça. Apparemment, il a dit qu'il n'a pas mangé, enfin, il n'a pas parlé durant 4-5 jours. Donc, tu vois, c'est dire à quel point il est encore resté là-dessus. Et en face, côté Ajax, Enzo, ça va être le moment de passer au crible de ton équipe, mais très très loin, l'époque dorée. Ouais, le 11 fait pas rêver. Il y a des joueurs qui, pour moi, n'ont pas le niveau LDC, n'ont pas le niveau Ajax. C'est un 11 de fatigué. À voir s'ils vont pouvoir un petit peu se réveiller par la suite. Sur le banc, tu vois, t'as quelques noms intéressants. Hein. Franchement, Sutalo, Oscar Gluck, Casper Dolberg, Raoul Moreau, tout ça. T'as le bon vieux Remco Pasver. Pasver, il a quel âge? Il a 41 ans et est toujours là, quoi. Il y a des tontons, ils aiment bien continuer jusqu'au bout. Et c'est vrai que pour cette équipe-là, c'est dur. C'est dur. Bonne nuit à toi, merci beaucoup l'ami. Merci de nous avoir accompagnés. Donc ouais, pour le coup, l'Ajax, je suis même pas sûr qu'il puisse passer le cut des 24. Hein, parce que là, quand tu vois la concurrence et quand tu vois le match de ce soir, t'as un Inter qui fait tourner, qui te domine tranquillement. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller au tour suivant? Donc, on sait que le prochain match c'est à Marseille. Ensuite, tu vas à Chelsea, tu reçois Galatasaray, tu reçois Benfica, tu vas à Karabakh, tu vas à Villarreal, tu reçois Olympiakos. En vrai, ils ont quand même des matchs où ils peuvent prendre des points et pourquoi pas être 24e. Mais faudra voir pour ça, quoi. Remercions Alex Kroos, directeur technique, pour cet effectif et ce choix d'entraîneur. Et Eitinga démontre tellement de limites. Ouais. Eitinga, merci pour les autocollants Panini de la Coupe du Monde de 2010. Mais je crois qu'en tant qu'entraîneur, c'est pas trop ça, malheureusement, pour un niveau comme celui de l'Ajax. Donc on va voir si on pourra un petit peu se rattraper. Mais c'est vrai que la copie de ce soir, wow, j'étais vraiment en mode ça a changé l'Ajax. On y va, on va terminer avec nos petits matchs de 18h45, les amis. Et d'abord, on va parler évidemment de ce Slavia Prague Bodo Glimt. Moi j'étais plutôt sur l'Olympiakos Paphos, j'ai eu un regard lointain sur ce match. Je ne sais pas comment ils ont fait le Slavia pour ne pas remporter cette rencontre. Ça fait partie des petits miracles du football. On sait que Bodo Glimt est animé par une dimension supérieure depuis pas mal de temps. 3,57 d'XG donc, contre 2,52.
4 grosses occasions seulement, mais ouais, 8 arrêts du gardien. C'est vrai qu'il y en a eu aussi côté Bodo, enfin côté Slavia. Youssoufa Mbodji qui marque un doublé pour son premier match en LDC. Lui, j'ai vu qu'il avait un parcours assez express, où il est passé de la D2 tchèque au Slavia. Et tu vois, premier match, bim, doublé. Voilà, il y a des carrières comme ça des fois, où il y a des étincelles, il y a des planètes qui s'alignent. Et ça fait bien plaisir de le voir. Bodo Glimt, une équipe qui a souffert, mais qui a su aller chercher au forceps ce match. Ils ont en plus raté un penalty. Donc tu vois, ils sont pas écroulés. Pour moi, là où Bodo Glimt ils vont être embêtants, c'est les matchs à domicile. Ils ont un très bon ratio en Europa et conférence. Je crois qu'ils sont à 65% de victoire dans leur antre, où évidemment il faut se déplacer au-dessus du cercle polaire. Alors la température, on n'est pas encore à l'hiver, ça va y aller, mais pour certaines équipes, ça peut quand même, tu vois, le City ou la Juve, attention, là va falloir sortir les couvertures sur le banc. Bodo Glimt qui du coup va affronter Tottenham, Monaco, la Juve et City à la maison, et va se rendre à Galatasaray, Dortmund et Atletico. Pas simple peut-être de prendre les fameux points pour être dans les 24, pour être barragiste. Mais quand t'es décomplexé, quand t'as déjà tu vois, pris ce premier point, que tu reviens de nulle part, ça peut le faire, quoi. Ouais, gros flop. Je pense qu'après, tu vois, le Slavia a fait un très bon match, faut le dire. Il aura juste manqué la finition. Comme, et même, tu vois, à 2-2, il y a des occasions qui loupent à la 86e et 97e qui sont terribles, où t'as quasiment le mec qui est seul face au but, qui met à côté, où t'as le gardien qui sort une grosse parade. Donc là, pour le coup, le Slavia c'est vraiment tirer une balle dans le pied. Et pour Bodo Glimt, je pense aussi que c'est, même si le Slavia, sur le papier, c'est une équipe abordable pour eux, c'est une équipe qui a plus d'expérience en LDC. Ils y étaient l'an dernier, tu vois, ils ont déjà fait des campagnes. Bodo Glimt, on rappelle, c'est une totale découverte. Eux, vraiment, leur rendez-vous, c'est le jeudi soir. Là, c'est inouï de les voir le mercredi, au-delà des tours préliminaires. Donc, il faut aussi, tu vois, appréhender ce type de moment. Mais finalement, ouais, ils ont su bénéficier de ce manque d'efficacité en face. Et petit à petit, y aller, quoi. Slavia était parfait tactiquement, ils ont laissé le ballon à Bodo pour rester dans la filière en transition rapide. C'est vrai que le Slavia a été vraiment intelligent dans cette utilisation du ballon. Et finalement, ça fait un 2-2, tu vois, spectaculaire, intéressant, avec beaucoup de choses à dire. Je sais qu'encore une fois, je répète, il y a des gens qui n'étaient pas contents de la programmation. Bon, plaignez-vous à l'UEFA. Après, je pense qu'encore une fois, il y a des combats, il y a d'autres combats à mener dans la vie, mais je pense que ça permet aussi aux gens de découvrir des équipes, parce qu'on n'aura pas tous les jours l'occasion de se poser devant des matchs de Bodo Glimt, de Paphos, du Slavia, de l'Olympiakos, et tu as des choses qui étaient décevantes, mais d'autres où tu dis ok, ça joue, c'est intéressant, je découvre des joueurs, et je pense que ce Bodo Glimt Slavia Prague était une belle publicité. Je suis un peu plus mitigé sur l'Olympiakos Paphos, parce que Paphos est réduit très très vite à 10, avec en plus la blessure de David Luiz, Orzic qui rentre, tout ça. Donc une première mi-temps assez particulière, mais Olympiakos vraiment pas dingue, hein. Franchement, leur équipe, avec tu vois, Daniel Podence, Chiquinho, El Kaabi qui a eu très très peu de ballons, qui s'est pas distingué. La défense a été solide, mais pour le coup, en face par contre, encore une fois, le Lucassen, il a arrêté un nombre de ballons. Oh, pareil, le capitaine Goldar, vraiment fort. Derek Lucassen, lui aussi, je pense qu'il va avoir un parcours. On va découvrir un mec. Il a fait PSV Eindhoven, Kassim Passa. Attends, il y a même plus. Ah ouais, il y a un vrai parcours. Alkmaar, PSV, Hertha Berlin, re-PSV, Anderlecht, re-PSV, Kassim Passa, re-PSV, Fatih Karamagout, PSV, Maccabi Tel Aviv, Paphos. Il y a du baroudeur là. Paphos, on dirait une équipe FM qui recrute aux étoiles à réputation. C'est vrai que leur mercato, ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose, mais le Derek Lucassen, franchement, défensivement, c'est un de mes gros coups de cœur. Un joueur que j'ai adoré découvrir, qui est sorti du lot, qui a fait un nombre d'interventions sur ce match-là. Ouais, 19. Ouais, et franchement, en 19 dégagements, c'est vrai qu'il en a dégagé. Surtout 3 tirs bloqués déviés. Donc il était dans tous les bons coups. Et ils n'ont pas pu trop briller dans le jeu, même si le beau vieux duo de bistrot Jaja Pépé a fait quelques bons coups. Mais ouais, je pense que Paphos, on les reverra. Il faudra les revoir à 11 contre 11. Mais ouais, c'est aussi la découverte
la découverte tout court hein, de la LDC. Enfin, c'est un club vraiment, on l'avait vu, hein, le budget transfert, la valeur de l'effectif sur Transfermarkt, c'est inférieur à des équipes de Ligue 2. Donc c'est aussi pour vous situer ça. Et on verra, il y a Monaco qui joue contre eux. Donc eux, tu vois, enfin, ils ont évité le zéro pointé. Eux, je dis pas que leur campagne de LDC est réussie, parce qu'évidemment, je pense ils veulent aller chercher leur victoire de prestige. Mais ils ont quand même fait un match, tu vois, courageux là-bas. Et puis ils étaient pas loin. Il y a Taremi qui fait un tacle très très dangereux peu de temps après son entrée. Je sais plus quand est-ce qu'il prend jaune. Mais le tacle, c'est un petit peu comme Morton. Un petit peu par derrière, pas maîtrisé. Et l'arbitre a mis rouge. J'étais convaincu qu'il allait le laisser. Il allait voir la VAR pour le rectifier. J'étais un peu étonné. Donc Taremi était pas loin de laisser les deux équipes à 10 contre 10. Et malheureusement pour Olympiakos et son effectif, où tu retrouves voilà, des mecs comme, je l'ai dit, Taremi, t'as Julian Biancone, l'ancien monégasque, t'as mon homonyme Lorenzo Scipioni, t'as Jason Martis, t'as Roman Yaremchuk, tu vois, qu'on avait bien aimé à l'Euro 2021 avec l'Ukraine et un petit peu avec Benfica, t'as Cabella qui est hors du truc. Mais c'est vrai que pour Olympiakos, cette retrouvaille de LDC, c'était très très bof. Et là pour le coup, j'allais dire. Comment était David Luiz? David Luiz, sur la demi-heure qu'il a passée, était très actif. Et il a été à l'initiative de pas mal d'interventions. Et en vrai, physiquement, je l'ai trouvé bien. Mais après, on sait qu'il avait joué assez peu avant en championnat. Donc je pense que peut-être, tu vois, il a fait à peu près 40 minutes contre l'Apoel et Apollon. Donc tu vois, il était un petit peu quand même diminué. Et tu vois, il n'avait pas joué sinon depuis juin. Donc il doit aussi, lui, se réadapter. Mais ce qui est intéressant, c'est que le coach, qui est un adepte du 4-2-3-1, avait choisi de faire un espèce de système. La compo sur Sofa, elle est pas bonne parce qu'il avait fait un espèce de 3-4-3 ou 3-5-2 où il avait vraiment mis Carcedo, qui est un coach intéressant au passage, qui est un ancien adjoint d'Unai Emery. Et du coup, ça, ils ont changé leur dispositif juste pour le David Luiz. Je me dis qu'ils mettent David Luiz juste pour dire coucou, on existe, regardez qui c'est qu'on a. On a un ancien vainqueur de Ligue des Champions et tout, un gros CV. Mais bon, ça n'a pas tenu pour le bon David, qui va passer un petit peu par le kiné. Du coup, voilà, on a terminé, je pense, là-dessus, cette belle review des matchs. Demain, qu'est-ce qu'on a comme programme? Demain, je sais qu'on a Monaco qui affronte Bruges, avec une très mauvaise nouvelle. Il y a Denis Zakaria qui s'est blessé, qui apparemment est absent pour un mois, a annoncé 8 heures. Donc, gros coup dur, qui affronte une équipe, on le sait, Bruges, qui a sorti beaucoup de bons joueurs, qui va encore en sortir. Il y a notamment Tsolis le grec, donc attention, méfiance. Il y a aussi au même moment Copenhague-Leverkusen. Et le soir, pour les puristes, il y a Francfort-Galatasaray et Sporting Karat Almaty, le fameux déplacement le plus long de l'histoire de la Ligue des Champions. Et sinon, il y a ce Newcastle-Barcelone qu'on attend beaucoup ici en termes d'intensité, St. James Park, le jeu Newcastle face au crack du Barça, ça va être super intéressant, et le City-Naples qui est aussi une très belle affiche. Donc beau programme demain, on va encore une fois se régaler, ça va être très très sympa. À voir. Merci à vous de m'avoir accompagné, encore une fois, d'avoir été nombreux sur ce live. Évidemment, pour ceux qui sont arrivés en cours, ça va être très très vite. Ah oui, j'ai pas fait les pronostics. Alors, pronostics, ça va pas être évident à sortir là comme ça. Je vais te dire victoire de Leverkusen, match nul Bruges-Monaco, Francfort-Galatasaray. Je vais dire Francfort. Sporting Karat, je vais dire Sporting. Newcastle-Barça, il est tellement dur à pronostiquer parce que si très clairement ils leur foutent le feu, ça peut être pas mal. Il y a pas Yamal, c'est vrai, il y a pas Yamal. Franchement, il est pas évident. T'as envie de jouer, l'espèce de code sûr en disant Barça par rapport à l'effectif, ça peut être bien, mais t'as la folie Newcastle. On s'en souvient du fameux 4-1 contre le PSG. Je vais vous dire, Newcastle perd pas. Allez, on va tenter un petit coup. Et City-Naples, il est intéressant aussi celui-ci. Est-ce que Naples peut faire un coup? Je vais quand même dire City. Mais allez, on va voir si Newcastle peut créer quelque chose de sympa dans son stade. J'aimerais bien y aller un jour dans ce fameux St. James Park.
En tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné. Comme je vous le disais, l'émission va être très très vite en rediff sur YouTube et également en podcast. On se retrouve demain, comme toujours, 23h pour débriefer cette journée Ligue des Champions. C'est toujours bien de discuter de ça avec vous tranquillement. Ça va être pas mal du tout. Merci à vous tous. Passez une très bonne nuit. Force aux travailleurs, force aux étudiants, force à ceux qui reprennent petit à petit. Et puis nous, on se dit à demain pour cette troisième et dernière session de LDC. Salut les potes!